revenir maintenant, comme ça vous allez répondre aux questions. Par contre, là, ça va faire beaucoup de monde. Qui revenait si... Ah bon? Va falloir vachement se serrer là du coup. Et moi je peux redescendre dès que les questions ont été posées. Hein. Ouais. Je m'éclipse. Mais moi je vais rester là. J'aimerais bien par contre que Benoît soit là parce qu'il ne va pas remonter après pour répondre aux questions. Et donc, alors on ne va pas tarder à reprendre, donc si vous voulez bien vous installer. Tu vas t'asseoir où après? Ici, à ma place, je me mette juste à côté de toi, à ma place. Là il y a Benoît normalement. Ça c'est à Marie-Renée, toi tu vas t'asseoir là. Je vais serrer un peu les filles. Moi je vais m'asseoir en bas pour le moment parce que Anne-Juliette aidera éventuellement Hélène si elle a besoin pour les questions des petits soucis. Pas de souci. Après je redescends. Elle se mettra là et Benoît va se mettre là. Voilà, c'est bon. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va avoir une autre intervention avant une série de questions auxquelles Benoît et Hélène, qui va vous faire cette présentation, pourront répondre. Donc, pour essayer de tenir à peu près dans les délais, on va reprendre maintenant. Donc, Hélène Escalon, je te laisse te présenter. Et je pense que voilà, vous avez sous les yeux le titre de sa présentation. Donc Hélène Escalon, je travaille à Santé publique France dans l'unité alimentation et activité physique de la direction de la prévention et de la promotion pour la santé. Donc je vais vous présenter les nouvelles recommandations sur l'activité physique et la sédentarité pour les adultes formulées pour le grand public et les différents travaux qui ont été menés pour cette formulation pour le grand public. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt avec le sujet traité. Donc, quelques éléments de contexte. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir de 2001, les premières recommandations officielles françaises sur l'activité physique ont été diffusées dans le cadre du programme national nutrition santé. Et pour les adultes, donc, ces recommandations étaient de faire au moins l'équivalent d'une demi-heure de marche rapide par jour. 10 ans après, en 2012, la Direction générale de la santé a saisi l'ANSES pour actualiser ses recommandations sur l'activité physique. Et à l'issue d'un travail d'expertise collective, en 2016, l'ANSES a publié un rapport qui présentait à la fois le fonds scientifique actualisé sur l'activité physique et la sédentarité et un certain nombre de nouvelles recommandations. Donc, les principales évolutions sur les recommandations concernent d'une part donc, la sédentarité, dont on a déjà parlé pas mal aujourd'hui, donc avec de nouvelles recommandations. Et d'autre part, pour l'activité physique, les recommandations ont été affinées, en particulier pour les adultes, en fonction des types d'activités physiques recommandées. Donc, devant la technicité, le caractère très détaillé des recommandations du rapport de l'ANSES, Santé publique France a fait un premier travail de simplification. Un premier travail de simplification de ces recommandations avec un groupe d'experts publié en 2017 dans le cadre d'une synthèse pour les professionnels des recommandations donc, du rapport de l'ANSES. Donc, l'objectif suivant des travaux de Santé publique France a été de formuler pour le grand public ces nouvelles recommandations sur l'activité physique et la sédentarité en envisageant 2 niveaux de recommandation. Donc, un premier niveau de recommandation qui soit facilement compréhensible et appropriable par tous, et en particulier par les personnes les plus éloignées des recommandations, et un deuxième niveau de recommandation qui soit plus précise pour les personnes plus impliquées, potentiellement avec un niveau d'activité physique plus élevé. La méthode d'élaboration des recommandations formulées pour le grand public a été la suivante. Donc, un groupe de travail pluridisciplinaire mêlant à la fois des acteurs terrain et des universitaires a été mis en place par Santé publique France pour déterminer donc, les grandes orientations à suivre pour la formulation des futures recommandations.
Donc, ce groupe de travail s'est basé principalement donc, sur la synthèse des recommandations pour les professionnels dont je viens de vous parler. À partir de ces recommandations, il a proposé différentes formulations pour les recommandations qui ont été testées dans le cadre de 2 études. Donc, d'une part, un pré-test qualitatif visant à évaluer la compréhension des formulations et l'adhésion aux différents messages testés, et d'autre part, dans le cadre d'une étude expérimentale issue de la psychologie sociale qui a été menée en collaboration avec des chercheurs de Grenoble, visant à évaluer les formulations, notamment par le biais d'un test non déclaratif. Donc, à l'issue de ces travaux, les recommandations pour le grand public ont été formulées par le groupe de travail. Et ces différents travaux ont été présentés à la fois à l'ANSES et à la Direction générale de la santé pour s'assurer de la concordance avec les fondements scientifiques du rapport de l'ANSES. Donc, les recommandations pour les professionnels sur lesquelles s'est basé le groupe de travail étaient les suivantes. Donc, une première simplification, mais déjà encore un petit peu trop complexe, on va le voir pour le grand public. Donc, pour l'activité physique, il était recommandé, d'une part, donc, de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique d'endurance, d'intensité modérée et élevée, au moins 5 jours par semaine. Et en complément, 3 recommandations. Faire des activités de renforcement musculaire 1 à 2 jours par semaine, des exercices de souplesse 2 à 3 fois par semaine et des exercices d'équilibre au moins 2 jours par semaine. Bon, il était bien précisé dans ces recommandations que c'était un idéal à suivre dans la mesure où toute quantité d'activité physique, même inférieure aux recommandations, procure un bénéfice pour la santé et dépasser même inférieure aux recommandations, et dépasser les recommandations pouvait procurer un bénéfice supplémentaire pour la santé. Donc une notion de progressivité bien explicitée dans ces recommandations. Pour la sédentarité, donc 2 nouvelles recommandations. D'une part, réduire le temps total quotidien passé en position assise ou allongée, et d'autre part, de marcher quelques minutes et s'étirer au bout de 2 heures d'affilée en position assise ou allongée. Donc 2 nouvelles recommandations. D'une part, limiter la sédentarité globale et d'autre part, rompre la sédentarité. Donc, les propositions du groupe de travail par rapport à ces différentes recommandations pour les professionnels ont été, donc pour formuler pour le grand public, ont été pour l'activité physique de retester plusieurs fréquences, donc revenir à l'ancienne formulation de 30 minutes par jour, potentiellement plus simple et plus compréhensible que 30 minutes au moins 5 jours par semaine, et tester la fréquence recommandée par l'OMS, dont on a parlé tout à l'heure, donc 150 minutes par semaine, qui a été reformulée quand même en 2h30 par semaine pour le test. Une deuxième proposition du groupe de travail a été de reformuler la notion d'intensité qui était modérée et élevée, susceptible d'être mal comprise, donc en testant une formulation plus simple, voire imagée. Une troisième proposition a été de tester l'acceptabilité de la recommandation complémentaire sur les différents types d'activités physiques, renforcement musculaire, etc., susceptible là aussi éventuellement de décourager une certaine partie de la population. Pour la sédentarité, on a testé la compréhension de la complémentarité entre les 2 recommandations. Donc, d'une part, diminuer la sédentarité globale, le temps passé assis dans la journée, et d'autre part, donc, la rupture de sédentarité, c'est-à-dire marcher au bout de 2 heures d'affilée. Donc, les formulations qui ont été testées, les résultats des études pour l'activité physique sont les suivantes. Donc, pour la fréquence, c'est la formulation 30 minutes par jour qui a été plébiscitée par les 2 études. D'une part, parce que la durée paraissait plus facilement atteignable, la formulation était plus claire et ne nécessitait pas de calcul mental, contrairement à 2h30 par semaine.
Pour l'intensité, donc on a testé 3 types de formulations. Donc d'une part le degré d'intensité, donc moyenne à élevée, moyenne et élevée. D'autre part un certain nombre d'adjectifs et il y a une troisième type de formulation, des conséquences physiologiques liées à l'augmentation de l'intensité, donc l'accélération par exemple de la respiration ou des battements cardiaques. Pour la recommandation complémentaire, donc on l'avait déjà, avec le groupe de travail, on l'avait déjà synthétisé sous forme en complément. Il est recommandé de faire des activités qui développent force, souplesse et équilibre au moins 2 fois par semaine. Donc cette formulation a suscité 2 types de réactions. Dans l'ensemble, quand même, globalement, elle a plutôt démotivé l'ensemble des personnes, et en particulier les moins actifs, dans la mesure où l'objectif paraissait inatteignable. Donc c'est des résultats issus du pré-test qu'on a eu. Et par contre, pour les personnes à niveau d'activité physique plutôt élevé, elle est apparue atteignable, voire motivante. Pour la sédentarité, donc, on a testé d'une part un certain nombre de formulations sur la rupture de sédentarité uniquement, et d'autre part des formulations sur la combinaison des 2 recommandations, à la fois la limitation de la sédentarité et la rupture de sédentarité, donc dans un même message. Donc la rupture de sédentarité, donc parmi les messages testés, il y en a 2 qui sont ressortis à l'issue des 2 études. Pour le pré-test qualitatif, assis plus de 2 heures d'affilée, point d'interrogation, prenez le temps de marcher. Et dans le cadre de l'étude expérimentale, ne restez pas assis trop longtemps, prenez le temps de marcher au moins toutes les 2 heures. Alors, le test de la combinaison des 2 recommandations, donc on a testé différents messages, dont par exemple celui-ci. Au quotidien, limitez le plus possible le temps passé assis. Levez-vous toutes les 2 heures et marchez un peu. Donc là, la combinaison des 2 recommandations sur la limitation et la rupture de sédentarité a globalement suscité une incompréhension de la part des participants au pré-test qualitatif, une incompréhension de la différence entre les 2 recommandations, avec par exemple certains qui considéraient que la première recommandation évoquait plutôt le problème, et la deuxième partie, une solution pour résoudre le problème. Donc les participants au pré-test ont suggéré de donner comme recommandation principale plutôt un seul message sur la rupture de sédentarité. Et avec, dans le cadre de cette étude, une forte demande d'exemples de solutions pour la mise en pratique de ces 2 recommandations. Donc, à l'issue de ces travaux, donc les nouvelles recommandations pour l'activité physique et la sédentarité pour les adultes ont été formulées par le groupe de travail et diffusées à partir de janvier 2019, d'une part à la presse, et sont publiées sur le site mangerbouger.fr. Donc, ces nouvelles recommandations pour le grand public sont les suivantes. Pour l'activité physique, donc en recommandation principale, pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour. En recommandation complémentaire, un peu d'activité physique, c'est déjà bien, plus, c'est encore mieux. Pour évoquer la notion de progressivité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une recommandation pour les personnes plus impliquées. Pour plus de bienfaits sur la santé, il est recommandé de faire 2 fois par semaine des activités de renforcement musculaire, d'assouplissement et d'équilibre. Un certain nombre de différents contextes dans lesquels pratiquer de l'activité physique. Donc, il existe de nombreuses occasions d'être actif dans vos activités du quotidien, par exemple privilégier les escaliers, se déplacer à pied, à vélo, par la pratique d'un sport ou d'activité physique de loisir. Par exemple, natation, jeu de ballon, jardinage. Donc là, rappeler en fait que l'activité physique ne se limite pas au sport, mais peut être pratiquée dans différents contextes. Et une précaution supplémentaire, donc ajoutée à la demande de l'ANSES. Donc, si vous reprenez ou débutez le sport, il est conseillé de le faire progressivement.
Pour la sédentarité, en recommandation principale, donc comme ce qui avait été préconisé dans les études, une seule recommandation plutôt ciblée sur la rupture de sédentarité. Ne restez pas assis trop longtemps, prenez le temps de marcher un peu toutes les 2 heures. Et un certain nombre de recommandations complémentaires, donc même si vous faites déjà au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour, il est bénéfique de réduire aussi le temps passé assis. Donc là, le rappel des 2 recommandations différentes entre l'augmentation de l'activité physique d'une part et la réduction de la sédentarité d'autre part. Et au travail, si vous pouvez, pensez à marcher un peu toutes les 2 heures. Et en dehors du travail, limitez le plus possible le temps passé assis. Attention, par exemple, au temps consacré aux écrans. Donc là, 2 exemples, comme ça avait été demandé dans les études, de solutions pour, d'une part, rompre la sédentarité dans le cadre du travail, là où la sédentarité peut paraître plus contrainte, et d'autre part, sur le temps personnel, limiter au contraire la sédentarité globale de la journée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, si vous avez des questions à poser, soit à Benoît qui vous a présenté les résultats d'Esteban, soit à Hélène qui vient de vous parler des recommandations, c'est le moment. Donc, on va prendre quelques questions, pas trop, puisque l'objectif, c'est de ne pas accumuler du retard. Et on en a déjà un petit peu, donc on va essayer de le contenir. Je crois qu'il y avait une... Excusez-moi, vous souhaitiez poser une question ou pas? Ah si, il y a un petit peu de temps quand même. On peut poser au moins 1 ou 2 questions. Quand même, quand même. Oui, c'est donc la dernière présentation là pour la sédentarité. Je voulais simplement dire que la formulation 2h30 était de toute façon un petit peu délicate, puisque si cette activité n'était faite que sur une journée, elle perdait beaucoup de ses bénéfices santé. Donc il est heureux que c'est 30 minutes par jour qui aient été choisis. D'autre part, depuis 2 ans, on sait maintenant mettre des temps de sédentarité avec des augmentations de mortalité. On est sur 7 heures à peu près. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable un jour de commencer à faire passer cette information? Et la troisième, c'est le fait de faire systématiquement une assimilation entre sédentarité et temps assis. Le fait d'être assis a des effets néfastes en soi. Et par exemple, on peut être sur l'écran debout. Je sais que de plus en plus maintenant, moi où je travaille, eh bien, les gens ont des bureaux qui montent et qui descendent, et on travaille debout. Merci pour ces questions. Donc pour la première, sur les 2h30 par semaine, donc effectivement, on savait que les 30 minutes par jour étaient plus susceptibles d'entraîner une habitude. Mais en fait, on a testé aussi 2h30 par semaine, dans la mesure où, dans le groupe de travail, il a été mentionné que 30 minutes par jour pouvait être culpabilisant pour certaines personnes qui n'arrivaient pas à les accomplir dans la journée, ni sans pouvoir forcément les reporter le lendemain. Donc c'est l'essentielle raison pour laquelle on avait testé les 2h30, mais donc, à l'issue des 2 études, c'est effectivement 30 minutes par jour qui a été plébiscité par les personnes. Concernant donc les 7 heures de sédentarité, alors c'est vrai que quand on a discuté avec le groupe d'experts, il a plutôt été dit à l'issue du rapport de l'ANSES qu'il n'y avait pas de seuil encore complètement scientifiquement défini sur lequel on pouvait communiquer. Bon, par contre, sur la rupture de sédentarité, là, il avait été, dans le rapport de l'ANSES, il avait été clairement dit qu'il était conseillé de le faire entre 1h30 ou de 1h30 à 2h après en position à passer assise d'affilée. Donc pour des questions de communication, on a choisi de dire 2 heures, de rompre la sédentarité au bout de 2 heures. Voilà.
Je veux juste ajouter sur le problème de la sédentarité, c'est le problème de la mesure en fait quand même. C'est vrai que c'est une notion qui est difficile à mesurer. Donc là, nous dans Esteban, on avait le temps sédentaire inférieur à 1,6 mètre par d'activité d'intensité inférieure à 1,6 mètre. C'est des choses qu'on n'a pas souvent dans les études. Il faut avoir un certain nombre de questions qui nous permettent de faire le calendrier, enfin le planning des gens sur une journée. Et du coup, c'est pour ça que souvent on se rabat soit sur le temps assis. Le temps assis n'est pas si facile que ça à interroger quand on pose des questions aux gens. On ne sait jamais s'il faut tenir compte du temps dans les transports, quand on mange, etc. Donc c'est une notion aussi qui est difficile à mesurer. Et c'est vrai que le temps à écran en soi, c'est quelque chose qui semble assez facile. Quand on demande aux gens de dire combien de temps ils passent sur un écran quelconque, c'est une réponse qui vient assez facilement. Mais c'est vrai que le temps écran pose problème aussi. Il y a des gens qui marchent en regardant leur téléphone maintenant. Donc effectivement, donc il n'y a aucune... Enfin, a priori, c'est assez difficile de réussir à définir un indicateur de sédentarité simple à recueillir et à demander aux gens. Alors c'est vrai que nous, dans le niveau élevé de sédentarité qu'on avait sur Esteban, on était sur ces 7 heures dont vous parliez là, par jour. Par contre, on n'avait pas cette notion-là dans ENNS à l'époque, donc c'est vrai que pour les comparaisons, on est revenu sur le temps écran, mais c'est vrai que c'est une notion qui est difficile à mesurer de toute façon. Et juste une petite précision par rapport à ce que vous disiez sur la focalisation du temps passé assis. Alors certes, il commence à y avoir des bureaux assis debout et ça fait partie des mesures de prévention de lutte contre la sédentarité, mais ça reste quand même plutôt minoritaire. Donc le message était principalement donc, pour les personnes qui soit n'ont pas le choix justement de travailler debout, et donc pour celles-là en priorité, donc un message sur le temps passé assis. Alors, merci. Apparemment, je ne sais pas, pas d'autres questions. Donc, on vient de parler de rupture de sédentarité. Puisqu'on en parle, on va le faire. Et donc, on va le faire grâce à Stécie. Voilà. Qui va donc nous inviter à bouger un petit peu avant de continuer nos travaux. Bing, moi je casse les bouteilles. Ah oui. Ok, bonjour. Alors, nous sommes tous assis depuis un certain temps aujourd'hui. Levez-vous. Levez-vous. Bougeons un peu. Fessez circulaire. Les sons. Ok, j'utilisais le micro et après je vous montre. Désolée pour mon français, mais c'est bon. Alors, d'abord, nous allons commencer par une petite échauffement. Suivez-moi. Nous allons rouler nos épaules comme ça. Voilà. Pour le devant. Super. Et now, sur l'autre côté. Voilà. Super. Passez maintenant à poignet. Encore. Les deux. Voilà. Et sur l'autre côté. Change the direction. Alors, passez en cervical. Penchez votre tête sur droite. Et maintenant, l'oreille à gauche, à l'épaule à gauche. Et à droite. À droite. Une autre fois. Le centre. 2 fois. Grande. OK, maintenant, nous allons faire des cercles avec les bras vers l'avant. Le premier, les deux.
Super. Passez en bas du corps. Nous allons faire des cercles avec les hanches, comme un hula hoop. Et l'autre côté. Et maintenant, passons aux genoux, les pieds joints. Et maintenant, les genoux, faites un petit cercle et gardez les jambes fléchées avec un dos droit. Et sur l'autre sens. Et maintenant, cercle avec vos chevilles. Si vous avez besoin. Oui, touchez les chaises. Et l'autre sens. Pas les deux à la même temps. On change. L'autre pied. Et l'autre sens. OK. On va passer l'entraînement maintenant. Commençons par marcher sur place avec les genoux en haut. En 5, 4, 3, 2, 1. Super. OK. Maintenant, quand tu as une jambe sur le côte, en centre, sur l'autre côte, en centre. Ça, c'est mouvement latéral. Et maintenant, donnez une coupe de poing. Ça là? There we go. Avec le mouvement avec les jambes. Oh oui. Voilà, super. OK. Nous allons maintenant faire la même chose avec une petite fléchée avec les genoux. Voilà. Le même sur le latéral, le mouvement latéral. Voilà. Un 6, 5, 4, 3, 2, et 1. OK, revenons. Montez les genoux et touchez les coudes sur l'opposé genou, comme ça. Oh! And 6, 4, 2, and 1. Super. Alors, passez au talon fesse, comme ça. En anglais, butt kickers. OK. Et pour le dernier exercice, vous allez faire des squats
Oh! Gardez les doigts. Gardez le dos. Doigt. Down. There we go. Super. Avec les mains. Et 5, 4, 3, 2. Et la dernière fois. Super. Grande. Alors, je pense qu'on commence, oui, avec le... Merci beaucoup. Bon travail. Voilà, merci beaucoup à Stécie. Juste une petite précision, Stécie est doctorante sur un projet qui va vous être présenté tout à l'heure, la dernière intervention, ce sera la présentation de ce projet sur lequel elle travaille. Voilà, donc on passe à la dernière partie de notre session, donc avec une première intervention d'Anne Villemain, qui est là au titre, enfin à 2 titres, puisqu'elle représente à la fois l'Université Côte d'Azur, mais aussi la SFSP, et c'est à ce titre-là qu'elle va vous présenter ce projet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc je vais vous présenter un projet qui est issu d'un travail collectif et collaboratif qui a été mené par la Société française de santé publique avec des partenaires universitaires, notamment Université de Lorraine, Université de Bordeaux et Université Côte d'Azur, mais aussi un groupe d'experts dont vous retrouverez la liste des noms et qui pour certains sont présents dans la salle et que je remercie encore une fois. Et vous trouvez la liste des noms à la fin du diaporama qui sera accessible après la présentation. Je ne reviendrai pas sur... Alors, je n'ai pas regardé comment ça marchait, mais voilà. Donc, je passe également la diapositive de lien d'intérêt, mais pour souligner quand même que ce travail a été notamment soutenu par Santé publique France et d'autres partenaires également qui sont cités à la fin du diaporama, notamment la Direction générale de la santé, la région Sud et l'association Azur Sport Santé, ainsi que l'Université de Lorraine aussi pour un stagiaire qui a été mis à disposition pour le travail. Je ne reviendrai pas sur le constat qui a été fait sur les bénéfices associés à l'activité physique. Ça a été largement abordé. On a vu le contexte politique international, on a vu le contexte politique national. Et donc, je pense que maintenant, on peut s'arrêter sur le cœur du sujet de ma présentation et sur justement cet outil que nous avons souhaité développer au service finalement des territoires pour souligner la nécessité de renforcer également les politiques au niveau local et pas seulement avoir des politiques au niveau international et national, mais qu'il y ait aussi un soutien et une action des gouvernements locaux et des acteurs locaux pour promouvoir cette activité physique de manière en intersectorialité. On va y revenir. Donc, souligner l'importance du niveau local dans toutes ces politiques, puisqu'en fait, ce sont des niveaux d'intervention qui peuvent réunir un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de secteurs, et qui peuvent ensemble mener à bien un certain nombre d'actions ou de mise en œuvre de politiques. Donc, le cadre d'analyse des politiques qui vous est proposé... Alors, pardon... il est... alors, j'ai un petit souci avec... Excusez-moi. Je vais mettre mes lunettes, ce sera plus simple. Donc, quelle est cette... à qui est destiné cet outil? Et donc, il est bien destiné aux acteurs du territoire qui proviennent de différents secteurs. Donc, l'outil est vraiment à destination de tout acteur du territoire. Ça peut être des agents de collectivité, ça peut être des élus locaux, ça peut être des chefs de projet d'associations,
de structures de mutuelles, d'universités, des réseaux de santé, tout type d'acteurs. Il n'y a pas un acteur spécifique qui a été ciblé dans la conception de cet outil. On voulait justement que ce soit un outil à destination de plusieurs types d'acteurs et qui va permettre une action dans les différents secteurs d'activité. Donc c'est un cadre d'analyse des politiques locales activité physique santé à destination des territoires, d'où son nom Cap la santé, pour faire référence aussi à un jeu qui permet aussi de construire des choses ayant différentes formes. Il se décline en différents types de documents. Vous avez ici 6 types de documents qui sont présentés et accessibles également sur le site de la Société française de santé publique, dont vous aurez le lien également en fin de diaporama. Donc un guide d'accompagnement qui permet de prendre en main et de comprendre pourquoi cet outil, donc qui est à consulter. Un outil d'analyse qui est au format, donc c'est l'outil en lui-même avec les questions qui sont à poser, donc qui est au format PDF, mais aussi au format Word pour être ensuite complété. On a également une grille d'entretien pour voir quel type de questions, comment poser les questions et pouvoir collecter les informations qui sont requises pour ensuite finaliser le document de synthèse du CAPLA. On a proposé un modèle de synthèse fictif pour montrer à quoi ça peut ressembler et qui permet d'être un support aussi et de conserver les résultats du travail qui a été réalisé. Et donc, il y a bien sûr un modèle de synthèse qui est possible en téléchargement au format Word pour un remplissage par les acteurs qui souhaitent l'utiliser. Et puis, vous avez des documents récapitulatifs dans lesquels vous trouvez en fait des documents de cadrage, des références concernant les types de financement auxquels que l'on peut solliciter. Et puis, vous avez des éléments également sur la surveillance. Donc, en fait, c'est des documents qui sont là pour aider aussi à collecter l'information, qui peut permettre de faire une sorte de checklist qui n'est pas, bien sûr, forcément complètement exhaustive, mais qui recense quand même un certain nombre de textes et de types de financement qui sont bien connus des acteurs de terrain. Alors, comment cet outil a-t-il été construit? Il a été construit en plusieurs étapes. Il est issu, ce travail, de l'utilisation de l'outil EPAPAT, donc, qui est l'outil Health Enhancing Physical Activity Policy Audit Tool, qui est un outil de l'OMS et qui a été, en collaboration avec le réseau EPA Europe, développé, et notamment Fiona Bull a contribué largement au développement de cet outil. Il y a 2 versions, donc nous sommes partis de la version 2 qui a été publiée en 2015. Et nous sommes partis de ce document pour adapter, puisque cet outil-là est plutôt destiné au niveau national, et il a été utilisé dans différents pays européens, dont la France, au travers d'un travail réalisé par la Société française de santé publique. Et donc, nous l'avons adapté au niveau local avec un groupe d'experts composé de personnes issues de ministères, du milieu académique, de sociétés savantes et du mouvement sportif. Donc, un travail collectif qui a été réalisé pour avoir cette adaptation nécessaire des questions. Donc, on avait 27 questions au départ et on a retenu et modifié 22 questions dans l'outil final. Cet outil a été expérimenté sur 7 territoires, dans 2 régions essentiellement, Grand Est et Sud, au sein de différents types de collectivités, à la fois des villes, une communauté d'agglomération. On a également testé dans un département et une région pour voir si cet outil était adapté à ces échelles territoriales. Il y a eu 5 séminaires de travail collectif pour adapter l'outil au niveau local et c'est ce test finalement sur les territoires qui a permis ensuite de finaliser la dernière version qui est aujourd'hui disponible sur le site. Alors, quels sont les objectifs de l'outil? Il y en a plusieurs. D'une part, tout simplement, je dirais, faciliter l'identification des politiques activité physique santé au niveau, je vais dire, infranational. Donc, ça peut être local, ça peut être départemental ou régional, mais on s'est aperçu avec le test que finalement,
Ça ne marchait pas très bien au niveau du département ou de la région parce qu'il n'y a pas forcément de politique spécifique activité physique santé. Et on s'est aperçu que c'était beaucoup plus apprécié au niveau des villes ou des communautés d'agglomération. Donc on le recommande plutôt sur cette échelle territoriale. C'est un outil qui se veut également un outil d'aide à la décision et un support au plaidoyer dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques activité physique santé, parce que ça permet de faire, déjà d'identifier les politiques, mais ensuite que ça puisse laisser une trace que tout le monde peut consulter ou qu'on peut utiliser comme support d'échange avec d'autres interlocuteurs. Ça permet également d'avoir cette vision qui soit plus partagée d'un même sujet et qu'on ait les mêmes bases d'informations, la même collecte de données, qu'on puisse aussi partager l'analyse qui en est faite. Donc c'est permettre également d'instaurer une dynamique d'action collective, mais aussi de conforter une dynamique d'action lorsque celle-ci est déjà enclenchée. Donc ça peut s'utiliser soit quand rien n'est fait et ça peut commencer à permettre de se poser des questions, mais ça peut aussi permettre de faire évoluer la dynamique qui a débuté ou qui est déjà largement mise en œuvre. Et quel que soit finalement le moment où on en est, cet outil permet, en tout cas donne un moyen d'aborder le sujet de manière un peu plus détaillée ou beaucoup plus détaillée selon les niveaux d'action des collectivités. Donc c'est également, on souhaite que ce soit une sorte de catalyseur qui permet aussi d'améliorer les collaborations dans l'élaboration de ces politiques et d'éviter et de favoriser le décloisonnement des politiques et au moins que les acteurs dans les collectivités ou les acteurs de terrain puissent travailler ensemble. On sait que ce n'est pas toujours facile dans les collectivités territoriales en fonction de la structuration des services. Et puis, l'intérêt, c'est également de questionner les différents niveaux et pas forcément de pouvoir prendre en compte d'autres niveaux territoriaux, comme le niveau départemental et régional, pour voir comment ces niveaux-là peuvent aussi influencer la mise en œuvre de politiques au niveau local. Donc, on a ces différents niveaux qui sont questionnés, qui viennent en complément de ce qu'on peut déjà connaître sur ce qui se fait au niveau national. Alors, dans quel cadre l'utiliser ? Il y a plusieurs possibilités. Alors, c'est pareil, il n'y a pas forcément d'ordre. Tout dépend aussi où en sont les acteurs qui souhaitent utiliser l'outil. On n'a pas hiérarchisé les objectifs, on n'a pas hiérarchisé les cadres dans lesquels ça peut être utilisé. C'est vraiment assez variable selon les acteurs. Donc, soit faire tout simplement un état des lieux, soit permettre de faire une analyse collective avec les différents acteurs, de pouvoir favoriser le travail intersectoriel, de construire un travail intersectoriel en tout cas, et de mobiliser les gens, de les mettre autour d'une table, de les faire parler sur un sujet commun, que les visions de chacun puissent être entendues, et puis ensuite de pouvoir le résumer dans un document final. Et donc, ça permet d'élaborer des politiques, de les améliorer. Et puis, ça peut servir aussi d'outil d'observation ou de surveillance pour ce qui concerne justement ces politiques. Les données collectées dans l'outil d'analyse sont structurées en 6 thématiques que vous avez ici à l'écran. Donc, soit une vue des acteurs, une vue d'ensemble des acteurs impliqués sur le territoire, des documents de cadrage, tout type de documents que la collectivité, par exemple, peut éditer, des textes officiels ou non officiels, ça peut être des coupures de presse, des vidéos, enfin des choses qui ont été faites. Donc on collecte ces informations. Qu'est-ce qu'il y a dans ces politiques ? On va les questionner. Les financements et l'engagement politique qui sont dédiés. Est-ce qu'il y a des mesures et des études spécifiques sur la question qui sont disponibles sur le territoire ? Et quel type de progrès peuvent être réalisés et quels sont les défis qui seraient à relever pour les acteurs ? Voilà, la méthode, rapidement, de mobiliser les acteurs sur le terrain, de recueillir les informations, donc les documents notamment de cadrage de ce qui se passe sur le territoire, de pouvoir faire des entretiens avec des acteurs du territoire, d'analyser les données, d'avoir un retour collectif sur le produit final, et donc de pouvoir rédiger cette fameuse synthèse que vous pouvez trouver, qui vous donne un exemple de ce que ça peut être. Et ce n'est qu'une synthèse, mais vous pouvez avoir un rapport beaucoup plus détaillé.
Voilà, pour terminer, cet outil est donc un outil qui permet une vision intégrée, une vision partagée dans toutes les dimensions de l'activité physique. Et là, je rejoins le discours qui a été tenu par Fiona tout à l'heure, en tout début de session. C'est important d'avoir ça, c'est vraiment cette vision de l'activité physique que l'on a. Ça permet une analyse et une discussion collective sur un territoire. Et vraiment, ce qui a permis d'objectiver le test dans les territoires, c'est de voir que l'outil permet de mobiliser les gens, que ça permet de les faire parler, ça permet d'agir, d'enclencher des actions. Et c'est important aussi de montrer que finalement, tout ce travail peut aussi s'inscrire dans les objectifs du développement durable que beaucoup d'acteurs locaux défendent aujourd'hui. Et l'activité physique est vraiment un outil transversal et qui permet de contribuer à tous ces objectifs. Et ça rejoint également le plan d'action qui a été, dont on a parlé tout à l'heure et dans lequel on met l'accent aussi sur ces objectifs du développement durable. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant aussi de pouvoir lier ça à ces ODD. Je vous remercie. On va prendre, merci Anne pour cette présentation. On va prendre quelques 2-3 questions si vous en avez par rapport à cet outil. Là, pour le coup, on a eu des présentations au niveau national et maintenant un travail plutôt au niveau local sur les dispositions de mise en œuvre, en tout cas d'un travail de diagnostic, de mise à plat de l'existant pour pouvoir avancer. Ça devait effectivement être très clair. Moi, je vais avoir juste, je profite du coup d'avoir le micro d'une question. Très concrètement, par rapport au test que vous avez fait là sur les 7 collectivités territoriales, hein, donc c'est systématiquement, ça a été porté par 7 collectivités territoriales dans les exemples, enfin dans la partie test que vous avez eue. On a eu une communauté d'agglomération, 4 villes et une région, un département. Oui, donc des collectivités. Ouais. Enfin, d'accord. Et du coup, concrètement, comment la démarche a été animée? Est-ce que c'est une personne qui porte le projet et qui fait tout ce travail d'analyse? Est-ce qu'il y a des fonctionnements différents? Concrètement, comment ça s'est passé? L'idéal, c'est d'avoir une équipe projet, mais au moins quelqu'un qui coordonne. Il faut aller mobiliser les gens qui veuillent bien participer. Donc, il faut aussi faire une démarche pour aller proposer le travail. Donc c'est plutôt un travail collectif, mais c'est vrai que c'est souvent, enfin ça peut partir d'une personne. Nous, il y avait une personne dédiée qui a impulsé des rendez-vous dans les collectivités, qui a sondé un petit peu l'intérêt. Et puis ensuite, c'est un échange, des entretiens semi-directifs avec des personnes, alors soit seules, soit parfois accompagnées. Ça dépend aussi comment la collectivité souhaitait agir. Certaines ont souhaité ne pouvaient pas être à deux, par exemple, un élu et un responsable de service. Parfois, ça a été le cas. Donc, c'est assez variable. Ça prend quand même du temps. Donc, à partir du moment où les acteurs se mobilisent, c'est important aussi de pouvoir s'adapter à leurs contraintes et à entendre aussi leur façon de voir les choses. Parce que peut-être s'ils veulent être ensemble, c'est aussi qu'ils ont leurs raisons. Donc, là-dessus, on n'a pas voulu trop cadrer non plus toute la démarche. Voilà. Et du coup, je peux faire une deuxième du coup, et derrière, pour poursuivre, est-ce que vous avez eu des retours sur les mises en œuvre qui ont été faites après cette mise à plat? Est-ce que comment se sont saisies les collectivités, vos interlocuteurs, pour faire éventuellement bouger les choses? Alors, ce qui est vraiment ressorti, c'était, ce qui a été le plus marquant, il nous semble, c'est dans les tests qu'il y a eu, c'est vraiment, bon, déjà la région, le département, on s'est aperçu que ça fonctionnait pas, donc voilà, là-dessus. Et après, il y a des villes qui étaient déjà actives, mais ça leur a vraiment permis, ils nous ont dit, ça nous permet vraiment d'avoir un aperçu beaucoup plus global et ça permet de savoir où est-ce qu'on a des actions, dans quel secteur, avec quel public, parce qu'on sait qu'on fait des choses, mais en fait, il n'y a pas un schéma global qui permettent de vraiment poser les choses et de se dire, ah ben là, on a peut-être trop d'actions ou là, pas assez. Donc, pour celles qui avaient déjà pas mal de choses, c'était plutôt se dire, ah ben oui, on fait déjà tout ça, mais c'est peut-être pas forcément trop bien réparti, peut-être qu'on pourrait réajuster. Et pour celles qui n'avaient pas forcément encore beaucoup abordé le sujet, ça a été un levier pour mettre les gens autour de la table et se dire, on discute ensemble, on échange. Alors, on a l'impression que c'est simple,
Et en fait, on a l'impression de les avoir aidés quand même à se parler et à pouvoir parler d'un sujet en commun et finalement trouver des possibilités de mettre en place des choses ou de se dire qu'on va les mettre. Alors là, on n'est pas retourné sur le terrain, voir concrètement ce qui avait été mis en place, mais c'est des choses qu'il faudrait suivre. Alors nous, on l'a passé aussi dans le cadre du travail de thèse d'Antoine Noël Racine, dans 10 villes du Var et des Alpes-Maritimes, des villes de taille moyenne. Et donc on est en train d'analyser pour voir aussi, et l'idée c'est de pouvoir suivre par la suite et de leur proposer de faire une sorte de mise à jour pour l'utiliser comme un outil de suivi de leurs actions pour pouvoir aussi, s'ils souhaitent aussi le diffuser, que ça puisse servir à d'autres, comme des exemples voilà, qui peuvent inspirer d'autres collectivités. Merci. Si on n'a pas d'autres questions, je vais te dire un petit mot pour. Donc je ne veux pas te poser de questions, Anne, merci. Mais c'était simplement introduire la présentation suivante. Donc, on a beaucoup parlé d'activité physique et de tous les bienfaits de l'activité physique. Là, on va se décaler un tout petit peu. On va parler d'un autre type de bienfaits potentiels, en gros, puisqu'on va vous présenter une recherche qui est en cours sur la place qu'un club sportif, donc une organisation avec des intentions éducatives, peut prendre dans la promotion de la santé. Donc non seulement quand on vient au club de sport, a priori, on va faire de l'activité physique et donc ça va être bénéfique à la santé de ceux qui vont fréquenter ce club, mais en plus, on est persuadé, et donc c'est un peu l'objectif que d'essayer de le montrer, mais ça a déjà été largement documenté dans la littérature, que le club sportif, c'est aussi un lieu où on peut promouvoir la santé sous tous ses aspects, notamment physiques, mais aussi social, mais aussi mentaux. Enfin voilà. Aurélie va vous présenter le début de ce projet tout de suite. Voilà. Merci Fabienne pour l'introduction. Donc je vais vous présenter le projet Process, donc promotion de la santé dans les clubs sportifs. C'est vrai qu'on se décale un peu et on utilise le support qui est, ou le milieu de vie qui est le club sportif pour se préoccuper de la santé et pas que de l'activité physique. Donc ce projet est un partenariat entre Santé publique France, l'Université Côte d'Azur et l'Université de Lorraine. Le défi pour ce projet, ou qu'est-ce qu'on tente de faire, c'est aligner théorie et intervention. Donc on a un modèle qui a été désigné par Sami Coco dans les années 2000 sur le club sportif promoteur de santé. Ce qu'on souhaite faire et qui n'existe pas à l'heure actuelle, c'est pouvoir le mesurer. On sait combien la mesure d'une approche socio-écologique au sein d'un milieu de vie est compliquée. Donc on essaie de développer un questionnaire et également de développer une intervention. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des outils pour les professionnels au sein des clubs sportifs, mais également pour les bénévoles, les volontaires qui s'y investissent. Alors pourquoi cette approche, ou en quoi c'est important? Parce que la littérature scientifique actuelle a démontré qu'il y avait des bénéfices, et des bénéfices à tous les niveaux du club sportif. Il y a des bénéfices pour le club, notamment en termes d'augmentation du nombre de participants, de diminution de taux d'abandon, d'augmentation des performances des sportifs grâce à une meilleure gestion de leur santé. Il y a des bénéfices pour les pratiquants, directement sur leur estime d'eux-mêmes, sur leur qualité de vie perçue, sur l'amusement qu'ils ont dans les séances sportives, et puis des bénéfices pour les encadrants. Ça augmente leur motivation, ça leur augmente leur envie de s'investir, ça augmente également les relations qu'ils peuvent avoir au sein du club, et ça apporte donc des bénéfices pour potentiellement tous les acteurs du club sportif. Alors, je vais vous présenter principalement l'approche théorique sur laquelle on se base pour le développement de ce club sportif promoteur de santé. Sami Coco a désigné 3 niveaux au sein des clubs, au-delà de l'approche individuelle. On a le niveau micro, qui sont toutes les activités qui sont faites
par les entraîneurs, qui sont le soutien des entraîneurs aux pratiquants. On a le niveau méso qui est le conseil et le soutien apporté aux entraîneurs par les dirigeants du club, par les personnes qui régulent quelque part les actions du club. On a le niveau macro qui sont les politiques et les règles de fonctionnement du club concernant la promotion de la santé. Et dans ce modèle, il manque peut-être, et c'est un de nos travaux actuels, c'est l'idée d'avoir l'intégration du club sportif au sein de la communauté. Par rapport à ces trois niveaux, et c'est là que rentre la complexité de l'approche socio-écologique, c'est qu'on a défini également 4 types de déterminants qui sont présents à chaque niveau. Des déterminants organisationnels, liés plutôt à la politique, aux régulations, à la manière dont l'organisation fonctionne. Des déterminants sociaux, qui sont liés aux normes, aux valeurs, à la pression sociale qui est présente au sein des clubs sportifs. Des déterminants environnementaux, qui concernent l'environnement physique et social du club, et des déterminants économiques. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à créer à partir de ce modèle une intervention et des outils de mesure. Donc, nous avons 3 ans, nous nous sommes donné 3 ans pour créer un accompagnement pour que les clubs sportifs puissent devenir des milieux de vie promoteurs de santé, puisqu'actuellement, la littérature a démontré que cette approche était peu utilisée, mal comprise, que ce soit en recherche ou par les acteurs du club sportif. Pour cela, on a mis en place à l'heure actuelle 4 étapes. La première, c'était de créer un outil de mesure de la promotion de la santé au sein des clubs sportifs. Je vais vous en dire un peu plus juste après. La deuxième, c'est explorer les conditions nécessaires pour accompagner les clubs sportifs à promouvoir la santé. On sait que potentiellement ce sont des bénévoles, on sait que la promotion de la santé n'est pas leur priorité, mais peut devenir un objectif secondaire. Et donc, il nous fallait questionner l'acceptabilité de nos propositions par rapport aux clubs sportifs. On a également travaillé à la capitalisation d'expériences prometteuses de clubs sportifs promoteurs de santé, puisqu'on voit qu'il y en a quelques-uns qui y arrivent en France. Et donc, notre idée, c'était de savoir quels sont les mécanismes, les leviers, comment ces clubs arrivaient à intégrer la promotion de la santé dans leur dynamique quotidienne. Et enfin, nous voulons relier des actions prometteuses issues d'une revue de littérature réalisée avec le groupe européen du réseau EPA Europe avec le modèle théorique, puisque ça n'a pas encore été le cas. Je ne vais pas pouvoir vous présenter toutes les étapes, nous en avons choisi 2 pour illustrer un petit peu l'avancée du projet à l'heure actuelle. L'idée, ça a été de créer un outil de mesure. Donc, il n'existait que 2 études Delphi internationales et un questionnaire validé, mais uniquement au niveau du club sportif et pas aux différents niveaux que je vous ai présentés jusque-là. Et donc, nous avons mis en place une étude Delphi internationale et sollicité 69 participants de 13 pays différents pour trouver un consensus sur la définition des types de déterminants à chacun des niveaux et également pour retenir des outils de mesure et des études Delphi précédentes les questions qui permettaient donc ces mesures. Et puis nous avons travaillé sur une traduction en français des différentes questions et nous avons fait des entretiens de compréhension avec une trentaine d'acteurs à tous les niveaux du club sportif, en français et en anglais, puisque l'objectif est de développer la mesure à l'international également. La version traduite est en cours de validation auprès des clubs sportifs et nous sommes à l'heure actuelle donc, en train d'essayer de tester la structure de ce questionnaire. Nous avons, et cet outil est dès à présent disponible auprès de l'équipe projet si vous souhaitez le tester auprès de clubs sportifs que vous accompagnez ou que vous êtes. Donc on a créé 3 outils de mesure, un outil pour les pratiquants, un outil pour les entraîneurs et un outil pour les dirigeants. Et on a également créé un guide d'utilisation. Il faut savoir que ces outils sont, ou les 3 questionnaires en tout cas, sont en ligne, mais qu'il existe une version papier du guide d'accompagnement et des questionnaires si vous souhaitez aller plus loin par rapport à cet outil de mesure. La deuxième étape ou la deuxième chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est de relier des stratégies qui sont ce qu'on appelle evidence-driven, donc des stratégies qui sont utilisées par les clubs sportifs et qu'on a réussi à identifier au sein d'articles scientifiques. Donc, on avait 14 stratégies qui ont été identifiées dans cette revue de littérature qui étaient trop complexes, trop complètes, et donc on les a transformées en 54 composants d'intervention qui nous semblent intéressants de tester auprès des clubs.
Et donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce que nous avons mis en place? Nous avons mis en place 4 groupes de travail. Un groupe avec des étudiants de Master STAPS, un groupe avec des intervenants de seconde ligne français, que ce soit des IREPS, des GDOS, des CROSS, des ministères, donc pour avoir l'apport de la promotion de la santé, mais également l'approche du milieu sportif. Nous avons également animé ce type de séminaire avec une collègue, Susanna Gain, en Suède il y a quelques semaines, pour voir la comparaison avec le système sportif suédois. Et nous avons la semaine prochaine une réunion du groupe Sports Club for Health du réseau EPI Europe à Nancy, où nous allons essayer de valider les résultats qui ont été produits par les différents groupes. Et donc nous arrivons petit à petit à une classification de ces stratégies d'intervention, donc de ces 54 composants d'intervention, dans les 3 niveaux et les 4 types de déterminants du modèle. Donc, où en sommes-nous à l'heure actuelle dans ce projet? C'est l'idée qu'on arrive petit à petit à finaliser un questionnaire qui correspond à un modèle théorique et à identifier des stratégies d'intervention qui correspondent également à ce modèle théorique. Le défi pour l'automne prochain, ça va être de créer l'intervention à partir de ces stratégies et de l'outil pour pouvoir le tester l'année suivante. Je vous remercie pour votre attention et puis je remercie l'équipe projet pour ce travail qui est un vrai plaisir. Merci, merci Aurélie pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette approche effectivement qui fait un pas de côté, qui peut paraître un petit peu effectivement complexe dans son approche, mais qui permet effectivement d'avoir un peu une vision globale et peut-être de décaler aussi un petit peu la place que l'on peut accorder aux clubs sportifs dans cette question et dans ces débats autour de l'activité physique et de son développement dans nos vies quotidiennes. Oui, Fiona. Thank you very much. I wonder, I may have missed this, but could you tell me the level of involvement in your development of the sporting foundations or the sporting bodies themselves and the Ministry of Sport? You asked me about the sports federation, or they are involved into. I think the surprise that we got with the strategies and trying to identify the intervention component going into the model, the first surprise that we had is that the experts that were present at the different group wanted the sports federation to be also an actor. And that was something that we did not expect, or that was not proposed within the model. So meaning that for some intervention component, we got proposal to have sports federation really implicated in this process. So meaning that they might be also actors responsible of some intervention component in the future. And I think that's also the case, that something that we had in the concept mapping, but maybe Stacey will be able to tell more about it. So the next step or phase of the project will be with concept mapping, which is asking 2 different groups, one being the sports federations as well as the public health federations, what type of support they need in order to promote health within a sports club, as well as the second group, which are the frontline folks, which are the coaches and the directors, managers of those sports clubs, what types of support they think they need. So this could be anything from financing to training, et cetera, et cetera. So that's how we are also involving both the federations at a territorial level as well as at the federal level, and also including into the prevention methods, the sports clubs, so they have a bottom-up approach, so they can tell us what they actually need. Oui, il y a une question au milieu de la salle.
Bonjour, je suis le président de la commission médicale du Comité national olympique et sportif français, du CNOSF. Et d'abord, je vous félicite pour tout ce travail. Je voulais simplement savoir de quelle façon vous allez procéder pour impliquer le mouvement sportif dans cette labellisation, d'une certaine façon, des clubs sportifs, puisque vous allez les aider à le faire, et officiellement. Et comment vous allez pouvoir faire de façon à être en accord avec les textes. Parce qu'actuellement, comme vous le savez, alors je ne parle pas de la prévention primaire, parce qu'en prévention primaire, faire du sport pour sa santé, ça dépend bien entendu de tous les éducateurs sportifs qui ont été formés pour ça et qui doivent le faire correctement. Bon. Mais en prévention secondaire et tertiaire en particulier, il y a quand même une loi maintenant, puisque l'activité physique et sportive, n'oublions pas, sans compétition bien entendu, c'est toujours le problème, encore que, enfin bref, laissons ça, eh bien, et sous la dépendance, finalement, cette thérapeutique non médicamenteuse est maintenant reconnue par la loi. Donc elle doit être dispensée dans certaines conditions. Et vous savez qu'il y a une instruction ministérielle et que dans cette instruction ministérielle, le quatrième niveau, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas beaucoup de difficultés physiques, ce qu'on appelle le phénotype fonctionnel n'est pas très impliqué, les clubs peuvent effectivement dispenser de l'activité sportive à des patients. Et il y a bien sûr les bénévoles dont vous parliez. Ces bénévoles, il faut maintenant qu'ils passent des examens spécifiques, puisque c'est reconnu maintenant par le ministère de la Santé et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et je voudrais savoir de quelle façon vous allez faire pour vous assurer que l'activité sportive qui est dispensée dans ces clubs est bien légitime par rapport au texte. Voilà, merci. Merci pour la question. Je pense qu'elle est intéressante et qu'elle participe notamment à l'idée qu'on a ou qu'on peut se faire de l'activité physique et de la relation entre sport et santé. L'objectif ici, ou l'idée de développer du sport adapté ou de mettre en place des activités physiques adaptées au sein du club sportif, est pour nous une dimension ou une petite dimension de ce que peut être le club sportif promoteur de santé. Donc l'objectif de ce projet n'est pas nécessairement de centrer sur un type de population, sur un type de public, ou de centrer sur un comportement de santé. On n'est pas là pour faire uniquement de la prévention tabac dans les clubs, ou pour faire uniquement de la prise en charge alcool, ou pour développer uniquement de l'activité physique adaptée. L'idée, c'est d'arriver à développer au sein du club sportif des méthodes, mais également l'idée de pouvoir changer la vision ou la paire de lunettes que les clubs sportifs utilisent quand ils considèrent l'activité sportive, qu'elle soit compétitive ou non, des clubs. Donc c'est-à-dire que c'est une approche qu'on peut déployer à tous les niveaux. On peut avoir dans un club élite une préoccupation de la santé, que ce soit de manière globale, sur différents comportements de santé, sur différentes habitudes de vie, sur la manière d'amener également les contenus. Mais pour nous, le développement notamment de tout ce qui est activité adaptée santé, c'est quelque chose qui est à part, qui est une petite partie qui peut faire partie de ce projet, mais qui n'est pas la finalité première de ce qu'on souhaite développer. L'idée ici, c'est que les clubs sportifs, peu importe le public visé, que ce soit élite aux personnes en situation de handicap ou aux personnes qui nécessitent l'activité physique adaptée, puissent bénéficier d'une prise en charge de leur santé de manière globale. Et donc, on a du coup l'idée de proposer plutôt des méthodes, des composants d'intervention qui permettent d'avoir ce regard ou cette paire de lunettes plutôt promotion de la santé, et de permettre également aux clubs de développer le projet qu'ils souhaitent développer.
Donc ça n'empêche pas de développer de l'activité physique adaptée dans le respect des cadres légaux, mais ça n'empêche pas le club également de faire d'autres choses. Et c'est ça qu'on attend des clubs, c'est qu'ils ne se centrent pas uniquement sur une composante, sur une action ou sur une intervention spécifique. Et juste par rapport à la façon qu'on a de travailler avec le mouvement sportif, en fait, comme vous le savez, hein, on travaille avec le CNOSF, puisqu'on a mis en place un comité de suivi et avec un certain nombre de fédérations. Et c'est effectivement essentiel pour nous, pour pouvoir mener à bien ce projet. On ne peut pas se passer de ces travaux de façon très étroite avec le mouvement sportif, puisque c'est pour eux et avec eux forcément. Voilà, alors, 2 interventions ici devant et au milieu ensuite, et on terminera après. Bonjour, Grégory Zaplicki, groupe mutualiste Vive. Alors ça complète un peu la question, je vais dépasser juste le volet sport-santé qui est finalement un besoin parmi d'autres dans le volet sportif. Est-ce que, vu que le monde sportif est actuellement très mal mené en France, est-ce que justement le fait d'évaluer ces actions, s'auto-évaluer et surtout donner des évaluations, mais avec une norme, au moins des outils nationaux, permettrait aussi de justifier pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent public, voire d'argent privé, hein, nous côté mutuel on finance aussi, mais avec au moins des outils enfin validés, et surtout de justifier pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent et qu'est-ce qu'on en fait, et surtout quel est l'intérêt sur la santé, ça on le sait, mais là on parle vraiment de promotion de la santé, donc en plus le gros intérêt c'est que l'intérêt est encore plus large, il y a même un gros intérêt aujourd'hui qui est sociétal. Je pense que sur ce point, c'est une avancée non seulement nationale, mais c'est aussi une avancée internationale parce que ce sont des outils qui n'existaient pas il y a un an de ça. Et donc, on travaillait avec des mesures qui étaient des mesures liées au comportement de santé et qui n'étaient pas des mesures de promotion de la santé globale. Donc, globalement, on fait un grand pas en avant. Les choses qu'on perçoit également par rapport à la littérature, c'est que finalement, les clubs sportifs ne sont pas si mauvais que ça, notamment sur la santé sociale. Mais également sur d'autres dimensions. Et donc, l'idée de cette évaluation, c'est d'enfin pouvoir avoir, comme vous le dites, un référentiel. Et puis, l'objectif aussi du projet, c'est à un moment donné de pouvoir générer une base de données pour pouvoir comparer les clubs, pour pouvoir aider les clubs à s'améliorer. Et cet outil de diagnostic, on souhaite qu'il devienne support aussi à l'intervention et à la formation, en ciblant des stratégies d'intervention en fonction des types de déterminants au niveau, en fonction des clubs et de leurs résultats. Donc c'est plus qu'un outil de surveillance, entre guillemets, c'est aussi un outil qui doit permettre de calibrer des actions au sein des clubs. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on le pense à l'heure actuelle. Donc oui, je pense que c'est une avancée. C'est aussi la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on part d'un modèle théorique qui est extrêmement théorique et qu'on essaye d'aller vers quelque chose qui est extrêmement pratique pour les clubs, pour les acteurs, avec un vocabulaire qui n'est pas toujours facile à comprendre. Mais il y a cette idée, c'est aussi des choses qui sont ressorties dans la démarche qu'on a de brainstorming actuelle, de pouvoir mieux flécher des financements, pas uniquement sport-santé, mais promotion de la santé pour les clubs et de pouvoir montrer ce qui est fait, en tout cas au niveau national, et on espère au niveau européen, puisqu'on a demandé des financements dans ce sens. Une dernière intervention ? Oui, je trouve votre intervention extrêmement intéressante, louable et théorique. J'ai l'impression, enfin, je vais être cash. J'ai l'impression que le mouvement sportif, en tout cas ce que moi je peux en voir à travers, au niveau local, est absolument pas préparé à accueillir ne serait-ce qu'une activité, j'allais dire, de promotion de la santé tout venant. Hein, je veux dire, ils sont vraiment très très orientés compétition, enfin, c'est probablement leur vocation première. Et quand on voit comment on peut s'insérer dans ces clubs sportifs en tant que pratique ne serait-ce qu'en tant que pratique de loisirs, en tant que temps qui pourrait être consacré à cette pratique de loisirs, j'avoue que je ne vois pas du tout comment ça va concrètement pouvoir être mis en œuvre. Alors, j'aurais des exemples précis probablement, mais l'idée, c'est pas vraiment de faire du cas particulier, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place, quoi.
Alors, juste, du coup, c'est moi qui vais répondre sur cette question-là. Et en fait, je pense que de la place, il y en a, que certaines fédérations sont plus ouvertes que d'autres à ce type d'approche. Mais pour avoir travaillé du temps où je travaillais à l'INPES et non pas à Santé publique France, plusieurs années avec la Fédération française de foot et avec le Fonds d'action du football, il y a des programmes qui ont été développés et qui vont complètement dans ce sens, qui étaient au départ des programmes expérimentaux, donc qui étaient proposés aux clubs qui le souhaitaient. Donc vraiment sur des sujets de promotion de la santé, parler avec les enfants de l'intérêt que ça peut avoir, de les faire réfléchir sur l'intérêt qu'on a à pratiquer un sport collectif, qu'est-ce qu'on y trouve, du plaisir, etc. Parler aussi avec eux d'alimentation, parler avec eux d'un certain nombre de choses, leur passer un certain nombre de connaissances, etc. Et finalement, ce programme ayant fait ses preuves, il a été intégré au programme fédéral. Donc maintenant, il concerne toutes les écoles de foot. Donc il me semble qu'il y a de la place pour la promotion de la santé au sein des clubs, du moment qu'on arrive à en faire comprendre l'intérêt. Et je pense que ce que Aurélie a montré, c'est que et pour nous, c'est très important, et c'est ce à quoi on s'attelle aussi, montrer l'intérêt que ça peut avoir, y compris par rapport aux objectifs des clubs. Les objectifs des clubs, c'est d'avoir des adhérents qui viennent pratiquer. Dans certains clubs, c'est aussi d'avoir des résultats, c'est de fidéliser ses adhérents, c'est de fidéliser les bénévoles. Et on se rend compte que quand un club rentre dans une démarche qui n'est pas strictement sportive, au sens on vient, on s'entraîne, on fait un match, on s'en va, mais qu'on aborde aussi des questions plus larges concernant la santé des adhérents, eh bien, ça fonctionne en ce sens qu'on arrive à fidéliser les pratiquants et que du coup... alors, juste, je crois que j'avais demandé à Madame Bull si elle voulait bien dire un petit mot de conclusion, mais je crois qu'elle a des impératifs, donc... non, c'est pas ça? Non, c'est bon? You're on time. Ok. Voilà, je voulais juste vous dire ça et à votre disposition pour en parler avec vous. Moi, je veux juste compléter peut-être l'autre partie du tableau. Ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on regarde les études, notamment des études qu'on a fait en France, en Rhône-Alpes, il y a une demande des éducateurs qui estiment que le club ne fait pas assez autour de la promotion de la santé et qu'il pourrait faire plus, notamment en termes de politique et de pratique. Donc on voit que ce sont des attentes non seulement au niveau des éducateurs, mais c'est aussi les dirigeants qui se rendent compte que finalement, ce n'est pas nécessairement un investissement énorme pour pouvoir prendre en compte la santé dans les actions. Donc ça, c'est quelque chose qui, en tout cas au niveau littérature, est démontré. Ok, merci pour ces échanges. On va laisser la parole à Fiona Bull pour un petit mot avant que je ne fasse une synthèse des échanges de cet après-midi. Puisqu'elle doit filer ensuite. Good afternoon again, and thank you very much for the opportunity and invitation to make some closing remarks before I will leave rather rapidly towards the train station to go back to Geneva. But it has been a very important afternoon. I'd like to draw some observations for us as a group. Firstly, obviously, I presented the global picture, and I hope that really contextualizes that there is a real opportunity, a coming together of the importance of physical activity for health and for the wider benefits, and the SDGs and many angles we could speak about. But more importantly, after my presentation, we went into hearing what is now the national agenda from our colleagues from the Ministries of Sport and Ministries of Health. And what I have seen in preparation for this and learnt this afternoon is you have a very strong policy, national policy platform to work from.
Let's think about that with the National Health Strategy, the National Nutrition and Health Programs, the Priority on Prevention and Public Health Plan, your exercise prescription with health law and the transformation of the health system, and what we heard much more about today in terms of this. This is enviable platform from other countries. So I want to bring that to you as you deliberate the challenges going forward, and I will comment on those. But you have an opportunity here, and with the cycling, the possibilities around the environment, the cities, and working with education. You also have targets. You also have surveillance from the presentation. Good data on many age groups, on sedentary, on physical activity. You have more surveillance data than many other countries. So for me, as I listen, I see that France has got some of the very important building blocks. You also then have the recommendations, and you are working in the area of understanding how to communicate those. This is rare. There are other countries who are doing this, and you might like to look at what the US and the UK are doing about communicating, how to take that complicated message and to simplify it. And one of the messages I'm going to say is, let us not forget how simple this can be, and we might need to make it. It's about getting more people moving and sitting less. So I will challenge some of the discussions. 250 minutes, 210 minutes. Is it the screen time? Am I standing on the screen and watching it, or standing and watching the screen? We want people to be sitting less. Do you agree? Do we want people to be moving more? I'm not really that motivated. Does France want to make people move more? Thank you. Do we know it will benefit their health? And it will be good for society and the environment and our well-being? Let's remember, it's about getting more people moving. Whether you call it sport, whether you do it walking to work, whether you cycle with your family, any and every way, everyone, everywhere, every day. So these are important academic, scientific questions. But when we all go out that room, let's be united and agree it's about, there is a problem, there are benefits. We know that we can do more and better everywhere, and we need to implement it. And then we heard about this policy assessment at the local tool. I'm sure we all want to hear the results of that project that Anne introduced. It can be a tool for program planning. It's not an academic exercise. Whilst it might produce a published paper, it is a fundamental step. When you in Lyon or Rennes or another city or a community talk with your colleagues about what are we doing here, you need to know what you're already doing. You then need a plan. And I don't need more than one hand for my action plan. 5 things. Because if you can't say them and you plan any more than 5, you won't do them. We've got brilliant plans, plans of 20 things, 50 things. We actually need to know what are we doing in the next 2 years. So I would invite everyone supporting this to now say, what are we doing in the next 2 years? Because that's what will actually deliver. We must break this down. So I think it's excellent with your policies, your surveillance, your targets, your recommendations and communications, your work on the local level with policy and mobilizing, and this discussion with sport. It is triggering us to really challenge, is physical activity sport? Is sport physical activity? And I hope we will all leave this room saying, yes, sport is physical activity and physical activity is sport. Because if we don't, we have 2 different agendas.
And I don't believe that is the way forward. In fact, I will argue at length, we have been there for the last 2 decades. We need to come together and identify that sport is an important contribution to physical activity, but it has many meanings and understandings. And even in this room, we have to be better at understanding and communicating. We're not talking everyone doing professional, high-intensity, competitive. Sport for all is what I talk about, and we can link. And sports clubs may be a contributing factor. But you have a very big sporting event coming. What is it? Oh, the Olympics. And this puts France in a unique position. Unique in the very essence of that word. It's overused. You have 4.5 years, which is a nice planning time. You might like 8 years, but you have 4.5 years now. You have what I've just indicated as your platform. You will have the world's focus on France. You have the opportunity to make this effort have a global contribution, a national contribution, and a local contribution. Do not let it pass. Have a legacy of these Olympics in every community in France. That challenge is a large challenge because it has not been met by any other Olympics. London came close. London, you should learn from. The IOC want this. WHO want you in France to make the most of this opportunity. And with all that I've said, you have it in your hands. But you must move on to the coordination and partnership. Ministries of sport, ministries of health, ministries of education, ministries of transport, within government. Then outside of government, the civil society, the societies of public health and institutions, academic, and the community. So the one thing I have not put on my positive side is hearing about coordination. I hear about this interministerial level, and I am impressed. WHO calls for this, the SDG call for these high level, and it's important, and you have it. But where is the operational coordination? So I invite you to think about how can France, from Paris, from the central government, but going outwards, and horizontally and down vertically, actually have the coordination of all these players and stakeholders. What structure will that require? And you could collectively come up and build it. You need to be communicating outwards and downwards in all of those dimensions and what it means, because that's the way you mobilize and create the agenda. The IOC, and I'm sure, and this morning I met for 3 hours with your Paris 2024, they want to contribute, but they need you. So I look forward to, and WHO wants to contribute to your, through its support, to helping you deliver and achieve your goals, your targets, and make the most of this window and motivation that the Olympics will bring. So let me finish with the invitation to you to ask WHO for help, what role we can play in convening and building, what you can then show us and we can show other countries. Japan is still interested, but what about the next Olympics and the next World Cups and others? They want to learn from this. But my day job is helping 194 countries implement strategies and actions to create more active people. So let us leave today with being inspired by the discussions, and I thank you for being able to be part of this. And let's remind ourselves, more people active, move more and sit less is our core message, however you translate that. Thank you very much. And I would like one last thing. Because I am very inspired, I would like to invite the colleagues from the Ministry of Health and the Ministry of Sport, because this is rare.
and I want this photograph, and I want us to remember this day, please can the two speakers come and join me, because I would like us to share this moment of their plan, the World Health Organization, and the opportunity. So let us welcome up our two speakers. And I need my other football, please. Is my football coming? I'd like to give you this, but I want you to hold it. I'd like to give you this. I'd like to give you this. Hold it like that. It's a bit weird. It's a bit deflated. So you'll hold it back. And I'm going to come in the middle because I'm going to hold your plan. You hold this. Sorry? You hold this. Okay. Oh, there we go. Okay. So this is a very important opportunity of health and sport working together. So thank you. There we go. There we go. Thank you. Merci beaucoup pour ces mots de conclusion qui sont effectivement une invitation à poursuivre et à maintenant mettre en action et à rendre concrets ces échanges très riches cet après-midi. On va s'arrêter ici et en vous souhaitant une bonne soirée et en vous remerciant pour la richesse de cet après-midi. I'm bad, come on. You know I'm bad, you know it. You know I'm bad, you know it. And the whole world has the answer right now, just to tell you once again. Body's mine, gonna tell you right. Just show your face in broad daylight. I'm telling you on how I feel. Gonna hurt your mind. Don't shoot to kill. Come on, laid it on me all right. I'm giving you on count of 3 to show your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you are about. Well, they say the sky's the limit, and to me that's really true. But my friend, you have seen nothing. Just wait till I get through, because I'm bad. Come on. You know I'm bad. You know it. You know I'm bad. You know it. And the whole world has to answer right now, just to tell you once again who's bad. I'm bad. Come on. You know I'm bad. You know it. The world is out. You're doing wrong.
Gonna lock you up before too long. Your lying eyes gonna take you right. So listen up, listen up, don't make a fight. Your talk is cheap, you're not a man. You're throwing stones to hide your hands. But they say the sky's the limit, and to me that's really true.